Vous regardez Medi 1 TV Afrique, votre journal c'est maintenant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le Sénat espagnol vote aujourd'hui en faveur du déclenchement de l'article 155 de la Constitution pour prendre le contrôle de la Catalogne, une mesure délicate en manœuvre face aux menaces de sécession proférées par les séparatistes catalans. Troisième édition du Forum d'affaires maroco-éthiopien à Addis Abeba en Éthiopie, un espace pour les hommes d'affaires marocains afin de rencontrer leurs homologues d'autres pays africains et booster leur coopération économique. Et au Mali, l'opération Barkhane et les forces spéciales françaises ont mené en début de semaine un raid contre un groupe armé terroriste dans le nord du pays. À peine l'opération terminée, 3 casques bleus tchadiens ont été tués hier dans le nord. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Avant de développer les titres, sachez que le roi Mohamed VI a reçu le nouveau secrétaire général du parti de l'Istiklal, Nizar Baraka, hier au Palais Royal de Rabat. À cette occasion, le souverain a souligné l'abnégation et le dévouement dont il a fait preuve dans l'accomplissement des différentes missions qui lui ont été confiées. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience royale, Nizar Baraka a affirmé que l'audience que le roi Mohamed VI lui a accordée constitue, je cite, une véritable impulsion pour le rôle de son parti dans la réhabilitation de la vie politique du royaume. Il a ajouté que cela va permettre à l'Istiklal d'apporter des réponses aux grandes problématiques posées et ainsi contribuer à mettre en place une société équilibrée et solidaire. Restons au Maroc avec cette fois les déclarations du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, à l'issue de la réunion du Conseil de gouvernement. Il a appelé les ministres à mettre en œuvre la devise de l'écoute et des réalisations. Saad Eddine El Othmani souhaite également qu'il veille à une meilleure préparation des moyens matériels et humains et à la bonne gouvernance dans l'exécution des projets. Je vous propose de l'écouter. Cette réunion du Conseil du gouvernement est la première après la décision de Sa Majesté le Roi de mettre fin aux fonctions de certains membres du gouvernement. À cette occasion, je loue sans équivoque le communiqué du cabinet royal. Il ne s'agit ni de cas de triche, ni de détournement de fonds, mais nous devons tirer les leçons. Il faut que l'exécutif concrétise ses actions et je demande aux membres du gouvernement à veiller à remplir leur mission et à être en phase avec le slogan que nous avions lancé, l'écoute et la réalisation, l'écoute des citoyens, des élus, des acteurs économiques, des partenaires sociaux, de la société civile, puis le travail et la réalisation concrète sur le terrain. Madrid s'apprête aujourd'hui à reprendre le contrôle de la Catalogne. Le Sénat espagnol doit en effet voter en faveur du déclenchement de l'article 155 de la Constitution. S'exprimant ce matin devant la Chambre haute, Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, a demandé la destitution de l'ensemble du gouvernement catalan. La Generalitat, présidée par Carles Puigdemont, réunie depuis ce matin à 10 h. Le Sénat devrait autoriser dans la journée le remplacement de l'exécutif régional, la prise de contrôle de la police et des médias publics et placer le Parlement sous tutelle. Intéressons-nous maintenant à la troisième édition du Forum d'affaires maroco-éthiopien à Addis Abeba en Éthiopie, un espace pour les hommes d'affaires marocains afin de rencontrer leurs homologues d'autres pays africains. Le Maroc et l'Éthiopie veulent booster leur coopération économique, notamment dans les secteurs du transport, de l'électricité ou encore de l'énergie renouvelable. Reportage à Madriad, le récit est de Férouz Ben Taleb. Ce forum d'affaires maroco-éthiopien, qui se déroule en marge de la 10e foire commerciale d'Éthiopie, représente un espace pour les hommes d'affaires marocains de rencontrer leurs homologues éthiopiens en vue d'explorer de nouveaux créneaux d'investissement et de partenariat au service de l'Afrique. La réunion d'aujourd'hui contribuera à l'exploration de nouvelles pistes de coopération entre les communautés d'affaires des deux pays. J'appelle les représentants des sociétés présentes à bâtir un partenariat commercial fort et durable. I hope this forum will create extra opportunities
Je souhaite que ce forum soit une occasion de créer davantage d'opportunités pour consolider les relations économiques existantes entre les deux pays, en s'attendant à ce que les compagnies marocaines s'engagent davantage à investir dans nos secteurs prioritaires pour notre intérêt mutuel. Nous suivrons de près les intérêts des compagnies marocaines qui s'intéressent sérieusement à investir en Éthiopie. Le Maroc et l'Éthiopie sont résolument décidés à aller davantage de l'avant et à booster leur coopération économique bilatérale, en misant sur un certain nombre de secteurs d'activité, notamment le transport, l'électricité, l'énergie renouvelable, l'agroalimentaire, le parachimique ou encore le textile. Des experts de l'ONU et de son organe de surveillance des armes chimiques désignent le gouvernement syrien comme responsable de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur la localité de Ran Sheroun en Syrie. Dans ce rapport hier, ils indiquent que le scénario privilégié voudrait que le gaz sarin ait été propagé via une bombe aérienne lancée depuis un avion. La Russie, alliée du régime syrien, affirme que le sarin retrouvé à Ran Sheroun est venu de l'explosion d'un obus au sol et non d'une attaque aérienne syrienne. Nous vous rappelons que l'attaque sur cette ville de la province d'Idlib, contrôlée par les rebelles et les terroristes, a fait 83 morts selon les Nations Unies. Le Kenya encore plus divisé ces dernières semaines, c'est du moins ce que montre l'élection présidentielle d'hier, boycottée par l'opposition, et surtout des violences entre policiers et manifestants qui ont fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Par ailleurs, le vote serait marqué par une forte abstention, 33% de participation selon la commission électorale. Cependant, même avec les premiers résultats en la faveur du président sortant Uhuru Kenyatta, qui aurait obtenu près de 98% des voix, contre moins de 2% pour son adversaire Raila Odinga, l'élection présidentielle est reportée au samedi prochain, dont 4 comités de l'Ouest au Kenya. Trois casques bleus de l'ONU de nationalité tchadienne ont été tués, 2 autres blessés hier lorsque leur véhicule a heurté une mine dans le nord du Mali. Les blessés ont été évacués sur Kidal pour y recevoir des soins. Cette attaque survient après la visite dimanche des ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU du poste du commandement de la force antiterroriste du G5 Sahel à Sévaré, ville située dans le nord du pays. Cette force conjointe formée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de la Mauritanie doit lancer sa première opération à la fin du mois. Toujours au Mali, cette attaque contre le convoi de la MINUSMA intervient au lendemain d'un raid mené au début de semaine par l'opération Barkhane et les forces spéciales françaises contre un groupe armé terroriste dans le nord du pays. Une opération qui a permis de mettre hors de combat une quinzaine de terroristes. Reportage. 15 terroristes mis hors de combat au Mali par l'armée française Barkhane. Il s'agit de combattants du groupe Ansar ed-Din, associé à Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'opération s'est déroulée à Abeille Bara, près de la frontière avec l'Algérie, selon l'état-major de l'armée française. Il précise qu'une frappe de Mirage 2000, des tirs d'hélicoptères Tigre et une intervention au sol ont été nécessaires. L'opération Barkhane, conduite par la France, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, qui regroupe la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, a été lancée le 1er août 2014. Elle compte environ 4000 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes terroristes et à soutenir les forces armées de chaque pays partenaire. Par ailleurs, depuis mars 2012, le nord du Mali est en proie aux groupes terroristes qui avaient été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale. Écoutons à présent l'analyse d'Olivier Hahn, universitaire spécialiste du Proche-Orient, sur cette opération Barkhane au Mali. C'est effectivement une grosse opération d'opportunité qui a eu lieu dans le secteur d'Abeille Bara. Le secteur concerné, l'armée française s'y trouve déjà depuis la fin de l'opération Serval et du début de l'opération Barkhane en 2014. Donc c'est un secteur qui est connu de l'armée française, de Barkhane, de l'armée malienne. L'armée française, notamment avec ses forces spéciales Sabre, profite d'un très bon réseau de renseignement sur place, qui d'ailleurs souvent est un réseau de renseignement qui lui vient du MNLA. Et donc les groupes armés se dénoncent les uns les autres auprès de l'armée française qui fait le bilan
exemple pour eux. Le groupe qui a été ciblé, c'est probablement Ansardine, donc ce groupe djihadiste mené par Agrali. Là où il faut être prudent, c'est qu'aujourd'hui, le secteur clé de la menace terroriste au Mali, finalement maintenant il est au sud. C'est le Moudjahou, c'est les Mourabitoun, où là la dangerosité est intacte. Invité par la Haute Cour fédérale d'Abuja à comparaître comme témoin dans l'affaire de corruption, l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, ne s'est pas présenté. La commission des crimes économiques et financiers accuse un ancien collaborateur de l'ancien président de détournement de fonds publics. Gilbert Tamba nous en dit plus. L'ancien président Goodluck Jonathan était attendu au tribunal pour témoigner dans un scandale financier impliquant Olisa Metu, un ancien conseiller en communication qui est actuellement en détention pour corruption. Il s'agit d'un détournement de 2 milliards de dollars qui aurait servi à financer la campagne électorale de Goodluck Jonathan en 2015, selon la commission de lutte contre les délits financiers. Si le président Goodluck Jonathan pourrait faire une faveur pour lui-même et pour le PDP, souvent la plupart de ces allégations ne sont pas fondées. Comme l'ancienne ministre Allison veut venir donner des preuves et ils ont utilisé un processus judiciaire pour l'en empêcher. La commission des crimes économiques et financiers accuse Olisa Metu d'avoir reçu un montant de 945 000 € parmi d'autres personnes mises en cause dans cette affaire. La Haute Cour fédérale veut savoir si l'ancien conseiller en communication du PDP avait reçu cet argent sur ordre de la présidence, comme l'indique son avocat. Si le président Jonathan refuse de comparaître, cela veut dire que le combat que mène le parti au pouvoir APC contre le PDP va réussir. Et cela va démontrer également que lui et sa femme sont corrompus. Plusieurs hauts cadres du gouvernement de l'ex-parti, le PDP, battu aux élections de 2015, dont l'ancienne ministre du pétrole, Diezene Alezine Madekwe, figure dans les documents d'une enquête de la Commission pour les crimes économiques et financiers. Gilbert Tamba, Médien TV, Abuja. Restons toujours en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso cette fois, le bien nommé pays des hommes intègres. 30 ans après la disparition tragique du capitaine Thomas Sankara, un mémorial sera bientôt érigé en son honneur. La cérémonie de lancement de la collecte de fonds pour lui rendre cet hommage posthume s'est déroulée il y a quelques jours. Récit de Bob Bamba. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à Ouagadougou. Ils réclament justice pour l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara, assassiné en 1987. 30 ans de silence coupable que plusieurs sankaristes ont tenté de rompre en battant le pavé. Ils seront toujours mobilisés, sous le soleil, sous la pluie, dans les nuages, partout où le besoin se fera sentir. Les héritiers de Sankara, 30 ans après, n'oublieront jamais et seront toujours mobilisés pour le mémorial, mais surtout pour la justice. Les proches collaborateurs de l'ex-chef d'État, mais aussi des membres de sa famille, attendent toujours que justice soit rendue. Il faut savoir qui a été le commanditaire et qui a été la main armée qui a tiré sur Thomas Sankara. Tant que nous n'aurons pas ça, on n'aura pas de reste, on n'aura pas de sommeil. Nous sommes là, on attend. Et ces enfants qui étaient tout petits, aujourd'hui sont majeurs et posent des questions et attendent. Donc c'est vrai que c'est douloureux, cette attente-là. À ce jour, Thomas Sankara reste pour des centaines de milliers de Burkinabés le père de la révolution du pays des hommes intègres. Fort d'un soutien populaire, sa disparition brutale continue de faire écho sur tout le continent. C'est tout pour ce journal. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle reviendra juste après. Merci à vous.